Good morning, good afternoon, Bonjour, good evening. bon après-midi et bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir chaleureusement à cette quatrième session en ligne sur le train de gouvernance des eaux douces frontalières. Je réponds au nom de Yomiko Yasuda. Je suis spécialiste des eaux frontalières et je suis le leader dans le partenariat sur la sécurité des eaux souterraines qui a été développé par les GWP et les GFIW avec les experts en ce qui concerne les eaux frontalières. Depuis l'ouverture de ces cours en août 2020, cette session a pu organiser ou avoir 2000 participants de 147 pays. Le cours est disponible pour que tout le monde puisse le prendre selon sa vitesse pour améliorer les expériences d'apprentissage et avoir les compétences pour engager GWP et One International Law Academy travaillent ensemble pour créer ces séries en ligne. Dans ces séries, nous allons souligner pas seulement le sujet en ce qui concerne la gouvernance des eaux douces transfrontalières, mais aussi sous l'exemple des expertises des différentes zones géographiques dans le monde entier en ce qui concerne les trains. Pour arrêter, nous sommes en train de planifier 6 sessions virtuelles en ce qui concerne l'eau souterraine. Ça, c'est la 4e session de ces séries et le sujet est sur les changements climatiques et la loi internationale de l'eau. La session d'aujourd'hui aura 2 parties. La première partie, ça sera à la discussion en panel par les interlocuteurs distingués qui vont partager les expériences sur les sujets. Il y aura la deuxième partie, bien sûr, où on aura les ateliers où on va interagir. Nous avons des facilitateurs de sessions pendant ces 1h40 sessions. Et aujourd'hui, pour le train de gouvernance, on va sortir sur l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et nous aurons les facilitateurs de ces les interlocuteurs plutôt de ces différentes régions. J'aimerais aussi dire que pour la session d'aujourd'hui, cette session sera enregistrée. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps peut-être de nous rejoindre à cause du temps, des différentes zones horaires, auront le temps plutôt de pouvoir suivre cette session. S'il vous plaît, je vous demanderai d'éteindre vos micros, à moins que vous voulez prendre la parole. Là, vous allez ouvrir et une fois que vous avez terminé de parler, vous devez fermer votre micro. Cet événement ne va pas seulement nous donner de nouvelles connaissances, mais nous voulons aussi vos attributions, les interactions, et cette session doit être interactive. Alors, nous comptons sur vous dans toutes les sessions qui seront présentées ici. L'événement d'aujourd'hui sera interprété en anglais, bien sûr, en français aussi. Au bas de votre écran, vous voyez le globe, l'icône du globe qui dit interprétation. Alors, si vous appuyez sur cette icône du globe terrestre, donc à droite de votre écran, ça vous donne les 2 options, l'anglais ou le français. Si vous parlez français, vous allez choisir bien sûr français. Si vous parlez anglais, vous pouvez choisir aussi anglais parce que il y aura aussi des interlocuteurs qui vont parler en français et vous devez être à mesure de les écouter, vice-versa. Maintenant, la session d'aujourd'hui est vraiment conçue pour que nous puissions pour que ça soit interactif et pour que vous puissiez donner vos réflexions et vos pensées. Alors, nous allons utiliser, par exemple, particulièrement dans la première session, alors certains d'entre vous, vous avez déjà utilisé des sondages pendant que nous attendons pour que la session commence. Alors, nous allons voir le premier sondage ou les questions du premier sondage. Le premier sondage nous demande par où êtes-vous en train de nous rejoindre. Vous devez aller à cette adresse qui vous est donnée. Et je pense que mon collègue va mettre le lien dans le chat pour vous permettre d'aller dans ces liens
et dites-nous d'où vous venez, vous nous rejoignez à partir d'où. Je vois que beaucoup de gens qui viennent de l'Europe, comme vous voyez ce qui est sur l'écran, et nous avons aussi les gens qui viennent de l'Asie, de l'Afrique. Nous voyons qu'il y a des gens qui viennent du continent américain, particulièrement l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Amérique du Nord. Et je sais que cela peut... Aujourd'hui, on aura un interlocuteur qui nous rejoint, bien sûr, de Washington. Il est 3 heures du matin là-bas. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Il est très tôt là-bas et certains d'entre vous, ça va être très tard dans la nuit. C'est bien de voir beaucoup de points en train d'apparaître. Je vois quelqu'un de l'Australie. Merci beaucoup. Le nombre est en train d'accroître. Nous voyons tous les points qui viennent des différentes régions. Certains d'entre vous, vous nous parlez aussi dans le chat d'où vous venez. C'est très une bonne chose de voir que vous êtes très nombreux. Nous avons plus de 100 participants déjà dans cette session. Alors, merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer à la deuxième question dans le sondage. La deuxième question pour vous est, que pensez-vous? Est-ce que tous les accords de cours d'eau doivent avoir des dispositions, comment protéger les cours d'eau des conséquences néfastes du changement climatique? C'est vraiment, vous avez des choix multiples, simples, et vous voyez l'importance de tout ça. Cela doit être inclus dans les accords de cours d'eau pour se rassurer que nous devons protéger les cours d'eau des conséquences néfastes ou négatives du changement climatique. Donnez votre réponse par oui ou non. Bien sûr, il y aura un petit retard pour que les réponses commencent à apparaître sur l'écran, comme vous le voyez là, qui est projeté. Je pense que les gens sont en train de répondre. Nous devons montrer les réponses. Oui, l'écran montre. La majorité parmi vous a répondu que c'est oui. Ça doit être spécifiquement mentionné que les changements climatiques ou les effets du changement climatique, certains d'entre vous vous dites non, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Ce sont là des questions que vous devez considérer pendant que le panel va discuter. Nous allons maintenant passer à l'autre question. La question suivante, c'est une question qui est ouverte, s'il vous plaît. Vous devez voter toute question que vous voulez poser le panéliste. Je pense que vous avez déjà soumis vos questions avant que vous puissiez rejoindre quand vous vous êtes enregistré. Nous allons prendre ces questions. Merci beaucoup dans notre premier tour de discussion en panel, mais nous voulons écouter davantage. Peut-être vous pouvez avoir d'autres questions. Alors, écrivez toute question que vous voulez pendant que vous êtes en train d'écouter au panel et ce sondage sera ouvert pendant la première session. Alors, si vous voyez que la question que vous avez pourvue, vous pouvez voter et nous allons voir quelles sont les questions qui sont beaucoup plus populaires par rapport au sondage. Et nous allons prendre ces questions dans notre deuxième tour de discussion de panel. Nous voyons beaucoup de questions qui viennent à quel degré, par exemple, la loi internationale sur l'eau s'applique en termes de gestion des conflits pour les cours d'eau fraîches transfrontalières. Continuez à montrer des questions et puis vous allez aussi voter vos questions. Maintenant, nous voulons passer à la session, à la grande session. Par exemple, les interlocuteurs. Nous avons des facilitateurs, professeur Otto Spikage et Dr. Barbara Janus Paoletta. Professeur Otto Baika.
Il est le membre de l'Académie sur l'eau souterraine et professeur et fait des études à l'Institut de l'environnement de l'Institut Wuhan. Otto a étudié, si vous pouvez aller, il a étudié la loi internationale sur l'eau à l'Université d'Amsterdam, à l'école à la faculté de droit plutôt de l'Université de New York et à l'Académie de Hague sur la loi internationale. Il est aussi chercheur, il travaille aussi comme enseignant à l'université, dans les différentes universités, y compris en Chine, en Italie, à l'université San Mero, ainsi de suite. Tous ces endroits, c'est pourquoi il dit que il, il auto a eu le nom chinois, vous pouvez voir sur le bouton qui dit Hike. Donc, l'océan s'est inspiré parce qu'il est trop élevé, il était né à côté de l'océan. Ça, c'est lié donc à ce qu'il a étudié sa carrière. Merci. Nous allons passer maintenant à Barbara. Nous sommes en train de elle est vice-recteur à l'Université de Kazakh. Donc, son domaine d'enseignement et de recherche couvre, par exemple, le cadre légal ainsi que la coopération entre les États pour faciliter la coopération entre les États pour gérer les ressources en eau. Par sa position à l'université allemande kazakh, elle est membre du comité technique de l'Association internationale de l'eau, le rôle international et la gestion des ressources en eau pour le développement. Elle sert aussi comme membre du conseil de UNESCO. Elle aime jouer le piano, mais elle ne sait pas jouer. Elle a beaucoup d'enfants. Maintenant, elle les enseigne comment jouer au piano. Elle a 4 enfants. Et la grande réalisation, c'est avoir une grande famille. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à ces à ces distingués facilitateurs, docteur Otto et docteur Barbara Janus. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Unico. Si je peux commencer, je vais introduire les sujets d'aujourd'hui. Ça, c'est un très grand plaisir d'avoir plus de 100 participants. Nous allons parler aussi de la gestion des ressources en eau vis-à-vis les changements climatiques. Et ça, c'est très important. M. Guterres, récemment, l'année passée, avait mentionné que la crise du changement climatique est l'une des 4 menaces de notre avenir. Nous pouvons dire sur la loi internationale de l'eau, l'un des grands défis en ce qui concerne, nous sommes tous intéressés dans la loi internationale sur l'eau. Il y a beaucoup de risques liés au changement climatique, comme nous le savons, par exemple l'écosystème des eaux douces qui changent, il y a beaucoup de désastres, des inondations, des sécheresses qui ont l'impact sur la situation socio-économique dans le pays. Alors, toutes ces hypothèses fondamentales en ce qui concerne l'affectation, l'allocation de l'eau peuvent changer parce que la quantité et la qualité de l'eau sont en train de changer aussi. Donc, il n'y a qu'une seule option. Nous devons nous adapter à la situation. Bien sûr, il y a beaucoup d'options à travers le développement des scénarios ou, par exemple, adapter la gestion, les transferts de l'eau, par exemple, et la gestion des eaux de manière intégrée et tout ça qui font partie des activités. Nous devons comprendre que beaucoup de bassins fluviaux n'ont pas de cadre régulateur qui certainement font que ça soit problématique.
En ce qui concerne les changements climatiques, bien sûr, ce qui fait partie du problème, comme le professeur Jadoui, ça fait partie aussi de la solution. Nous avons eu besoin d'une coopération complète pour la gestion des eaux souterraines, des ressources en eau, et même la gestion de bassins, que ce soit au niveau national ou infranational. On avait des lois internationales qui se focalisaient pour avoir des droits, encourager l'infrastructure en eau ou la gestion de l'eau. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'allocation en temps réel, flexible. Nous devons mettre nos efforts ensemble pour créer avantages fondamentaux pour savoir comment est-ce que nous pouvons partager ça de manière équitable. Quels sont les moyens vraiment équitables pour partager l'eau selon nos contextes? Pour ça, nous avons besoin, par exemple, de partager les données. Et je pense que nous allons parler de manière extensive sur ça. Nous devons avoir des institutions pour nous permettre d'avoir l'adaptation dans les systèmes d'allocation. Si nous pensons ce que nous étions en train d'étudier, notre train va s'arrêter à un certain moment. Nous avons, par exemple, des conventions de 1997 sur la Convention des l'eau et ont établi des lois, donnent des outils pour l'atteindre. Alors, certainement, nous devons penser sur l'utilisation raisonnable, équitable, sans pour autant nuire le pays transfrontalier, particulièrement quand nous sommes en train de nous focaliser sur le principe de l'utilisation raisonnable, équitable. Nous allons voir la convention Welcos qui a dit que le climat est l'une des composantes pour déterminer ce qui est équitable, pour comprendre quels sont les critères pour l'équitabilité. Par exemple, le climat a été défini par la Convention comme un facteur, pas seulement l'eau, c'est quelque chose que nous pouvons étudier, mais aussi l'accord sur les changements climatiques international, la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Et nous savons qu'il se focalise sur la mitigation, l'atténuation. L'accord de Paris a aussi amélioré la capacité d'adaptation, la planification, il y aura l'évaluation et aussi la mise en application. Il est aussi dans nos discussions la protection de cours d'eau fraîche, partie de mesures d'atténuer. Il y avait de la Colombie qui a dit que l'Amazone doit être considéré comme étant un sujet légal et il y a le droit de le protéger vis-à-vis aux impacts des changements climatiques. Quand nous considérons toutes ces lois en ce qui concerne le droit international sur l'eau, nous voyons aussi que c'est disjoint. Nous avons besoin de la coopération, les outils qui existent et qui reflètent dans les différents accords peuvent nous aider à établir euh, le mécanisme régulateur pour l'adaptation en ce qui concerne la gestion des eaux pour lutter contre les changements climatiques. Du point de vue le contenu, je nous ai donné ce que nous allons discuter. Euh, d'avoir les experts dans le domaine de la loi et les praticiens, et nous serons en mesure de sur ces questions dans les plus détails. Otto, vous avez la parole. Merci beaucoup, Barbara. C'était très utile de faire cette introduction au sujet. Maintenant, c'est mon plaisir de présenter les interlocuteurs à notre audience. Je vais d'abord introduire dans l'ordre qui vont apparaître dans les 5 minutes, faire une réflexion. Nous avons le programme de 4 interlocuteurs, mais pour des raisons
que l'un d'eux devait se retirer. Nous avons un programme déjà plein. Nous allons continuer. Notre premier interlocuteur va être Madame Sonia Koppel. Elle est secrétaire de la Convention sur les cours d'eau ainsi que les lacs internationaux. Nous parlons de Helsinki, la Convention de Helsinki, donc la Convention sur l'eau. Cela a été adopté par la Commission des Nations Unies économique des Nations Unies. Sonia va introduire, je vais vous parler son expérience en ce qui concerne les bassins transfrontaliers pour adresser le changement climatique. Elle va aussi partager avec nous les expériences pratiques. Nous attendons cette première allocution et l'autre, oui, je dois dire que Sonia jouait, c'est cello, c'est un instrument dans les six orchestres depuis sa jeunesse. Vous pouvez être curieux pourquoi elle devait changer l'orchestre. C'est quelque chose que vous pouvez lui poser. Vous pouvez poser des questions dans la session de questions-réponses. Nous passons à l'autre interlocuteur. Nous avons Nagaraja Rao Achaddeep. Il est le leader dans la technologie perturbatrice de la Banque mondiale. Il va nous parler sur le rôle de grandes données et comment gérer les conséquences du changement climatique sur les eaux transfrontalières. Il va nous parler sur les technologies perturbatrices vis-à-vis ces questions. Il n'est pas un juriste parce que nous avons des juristes dans l'avocat, mais cette présentation va avoir beaucoup d'informations. J'attends la présentation de Rao. Il a voyagé le monde pendant plus de décennies, bien sûr, à cause de cette pandémie. Il était forcé de pouvoir ralentir un peu pendant quelques mois. Il va nous parler à Washington alors qu'il est très tôt, peut-être c'est 3 heures ou 4 heures du matin, là où il est. Nous apprécions vraiment sa présence et sa contribution à ces débats. Et nous allons passer au troisième interlocuteur, M. Didier CIV Binsou. Il est directeur du bassin fluvial du Niger. Il est en charge de monitorer le développement de l'eau et dans le développement du bassin. Et il donne aussi le soutien en termes de conseils sur les questions liées à l'environnement dans le bassin du Niger avant qu'il soit le directeur de cet observatoire du bassin du Niger. Euh, il était aussi de NBE, qui est l'autorité du bassin du Niger. Il est un expert dans ces bassins particuliers et il a des contributions dans ces débats, se focalise sur son expérience pratique dans la gestion du changement climatique dans ces bassins transfrontaliers particuliers. Il sera le premier dans notre série de nous parler en français. Alors, nous sommes très contents. C'est la première session aujourd'hui où nous allons avoir la session en français et en anglais. Tout sera bien sûr traduit comme il a été annoncé, mais quand nous allons entrer dans les ateliers, dans les trois groupes, nous vous conseillons que le groupe atelier, le groupe d'atelier de Didier sera totalement en français. Alors, si vous êtes à l'aise de parler en français, je vous encourage de nous rejoindre dans notre groupe. Ça sera le groupe de Didier et de Otto. C'est tout ce que j'allais à vous dire. Je vais maintenant donner la parole à
première interlocutrice, ça va être Sonia, et va nous parler pendant 5 minutes. Et puis, nous allons revenir à l'autre interlocuteur qui sera Rao. Et après ça, qu'il ait parlé pendant 6 minutes, ce n'est pas 5, c'est 6 minutes. Je m'excuse, c'est 6 minutes. Nous allons maintenant passer au dernier interlocuteur qui sera Didier. Puis nous allons passer en groupe. Sonia, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Bon après-midi et merci beaucoup pour l'invitation à cet événement. J'aimerais commencer la première diapo pour parler pourquoi il est important d'incorporer l'adaptation au changement climatique au niveau des bassins. Il est important que nous puissions échanger les données, considérer les mesures qui parfois, ça peut être en amont tout comme en aval du bassin, identifier les priorités et d'éviter la mauvaise adaptation. Alors, cela aide de réduire les incertitudes qui sont vraiment élevées en termes de changement climatique et de pouvoir développer le plan d'intégration et la planification à l'adaptation au niveau du pays. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de le faire. Alors, comme il a été introduit au début, il y a des conventions sur l'eau qui donnent un peu de direction ou de directives. Alors, je vais me focaliser, comme vous pouvez voir sur le diapo qui suit, sur la convention de 1992 qui a ouvert à tous les États membres. Maintenant, c'est un cadre légal et intergouvernemental sur la coopération en matière de l'eau qui nous donne le renforcement des capacités et l'échange des connaissances. Il y a à peu près 44 parties. La plupart sont en train d'aller, plus de 100 pays qui participent dans les activités de cette convention. L'objectif de la convention, c'est de faciliter la coopération de bassins d'eau transfrontaliers. Très tôt, il y a à peu près une décennie, le parti a reconnu que le changement climatique est un défi. Ils ont créé in 2006, which has since then supported countries in adapting to climate change at the basin level. Firstly, by developing guidance material and different publications, such as the guidance on water and adaptation to climate change, or a bit later, the collection of good practices and lessons learned. And other guidance material is currently in the process of being developed, such as a handbook on water allocation in a transboundary context. Then it was also recognized that we need to support countries in doing so. And that includes the organization of regular global workshops, for example, on ecosystem-based adaptation, or just a few weeks ago on increasing resilience to climate change through better water management at national and transboundary level. We also work on promoting water and climate in global processes. And we have a number of pilot projects on the ground, about which I will tell a bit more. And finally, we have a global network of basins working on climate change adaptation, as you can see on the next slide, which is coordinated by the Water Convention and the International Network of Basin Organizations since 2013, and includes regular meetings to exchange experiences and knowledge, share best practices, challenges and lessons learned. And it supports the basins in developing, implementing, and financing climate change adaptation in transboundary basins. Currently, 17 basins are part of the network. Many of the major ones, such as the Danube, the Rhine, the Meuse, the Senegal, Zexaola, the Mekong, and many others. I would like to encourage other basins to join if interested. Now, on the next slide, you can see the big recommended steps in transboundary climate change adaptation. But I think I will actually skip this, given that Barbara Barbara parlait de ça. J'aimerais juste souligner l'importance d'intégrer les mesures au niveau national, telles que le NDC et le NAPSA.
L'autre diapo, vous pouvez voir par exemple, les cas d'études, les bassins de Diesta et comment ça Moldovan Moldova, par exemple, ici, en Ukraine. vous pouvez Ils travaillent voir avec les l'INES, organisations l'OSCE internationales et aider les l'UNEDEP. pays à Ils aident le s'adapter pays au pour le réchauffement changement climatique climatique en en développant adaptant un cadre le stratégique changement et les climatique cadres pour la mise en application et et aussi aussi à mettre en voir les place les mesures. stratégies en Ces place. Et ces activités ont stratégies à améliorer augmenté la la capacité dans le capacité dans les bassin bassins. et facilité le traité. Et Un autre exemple, comme vous vous pouvez pouvez aller à voir dans l'autre notre diapo, diapo, c'est le bassin de lac Victoria en le bassin Afrique du Sud. du lac Et la commission de ce Victoria, bassin a développé en la Afrique stratégie australe. d'adoption pour le réchauffement climatique. Et ils sont en train de mettre un Donc, ils projet sont en train de mettre implémenté en par œuvre l'ELP ces qui soutient projets les qui pays à soutiennent le pays augmenter la d'accroître résilience en l'adaptation termes au de changement réchauffement climatique. Comme vous climatique. pouvez À l'autre voir dans diapo, notre diapo, c'est il est aussi important important de de considérer considérer les l'adaptation. financements et Malheureusement, beaucoup beaucoup de de fonds financements au sont changement limités au climatique sont projet national. limités aux Mais projets le bassin peut jouer un rôle important, nationaux, parfois parfois, en coopération avec d'autres agences, mais ils et doivent pour démontrer d'autres démontrer, valeurs et ils doivent pour considérer quels voir financements qui existent déjà, quels tels que sont les fonds financement d'adoption d'adaptation et le programme qui est un régional pour programme pour l'adaptation. l'adaptation. Finalement, Enfin, j'aimerais conclure ici en mentionnant quelques ingrédients pour la réussite. Nous devons ramener au niveau politique et des experts. Nous avons nous avons besoin de besoin l'application. des accords Nous avons flexibles, besoin nous avons besoin de de renforcement des capacités et des activités concrètes sur le terrain, des stratégies de développement. Nous avons besoin des organisations, nous avons besoin de partage de données et l'implication de beaucoup des acteurs tels que la société civile et aussi de l'académie. À l'autre diapo, vous pouvez voir la conclusion finale. C'est comme nous connaissons que le réchauffement climatique rend ce travail beaucoup plus défiant. Et aussi, mais ce travail peut aussi faciliter la coopération, aussi le partenariat. Et certaines des réunions qu'on a mentionnées dans ces diapos vont organiser des informations en cette matière. Vous pouvez aussi voir d'autres ressources, des ressources matérielles qui pourront vous donner suffisamment d'informations. Merci beaucoup. Merci Sonia. Je vais maintenant donner la parole à notre prochain orateur. Ça sera Nagarachara. Tous ces diapositives seront partagés à la fin de la réunion. Vous n'avez pas vraiment besoin de prendre note. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais au fait essayer de vous donner un aperçu général de différents aspects technologiques, surtout en matière des données vastes, des grandes données sur le réchauffement climatique. Nous savons que le climat est en train de changer et de se réchauffer. Comme résultat, il y a beaucoup de changements qui se passent, tels que des choses comme la température qui augmente, mais également, il y a beaucoup d'autres aspects dans différentes zones. Si vous considérez certains pays particuliers, par exemple le Népal, nous avons une variabilité et un changement climatique qui nous amène dans une nouvelle zone. Cela dépend de la température que nous avons et aussi des pluies. C'est quelque chose qui est très crucial, surtout dans les mois d'hiver, d'été. Et cela aussi a besoin d'une approche des bassins. Si nous regardons le bassin des Ganges, il y a beaucoup de changements en termes de neige. Nous avons aussi d'eau qui augmente, pas seulement pour les familles, mais aussi pour l'agriculture, ainsi de suite. De plus, la température augmente. Nous avons aussi la température qui augmente dans le système de Gandhi Sagar.
Nous avons aussi des changements dans l'hydrologie, dans tout ce système, dans ces bassins de Ganguise. Et si vous devez aussi considérer les changements dans la vulnérabilité des gens en termes de production. Ensuite, nous avons des questions spéciales comme des zones, des zones qui connaissent le changement en termes de ces réchauffements climatiques. Au niveau du réchauffement climatique, nous avons remarqué quelques éléments. La température a augmenté. Vous allez aussi considérer les pluies. Et vous avez différentes images selon le modèle que vous regardez. Et cela commence à affecter les climats dans la région, surtout dans les zones comme le Bangladesh, où il y a beaucoup de cyclones. En allant dans le futur. Et il y a encore beaucoup d'autres incertitudes en allant dans le futur. Le système est en train de changer. En regardant cela, nous avons un nouveau monde de perturbations climatiques. En regardant toute la chaîne de valeur des données, nous avons collecté des données en matière de l'observation de terre, satellites, ainsi de suite. Et nous avons commencé à l'analyse de ces données et à commencer à chercher les services de cloud et nouvelles façons de faire des choses. Les défis, quand vous regardez la réalité, c'est soit il y a des moments où nous nous retrouvons dans des endroits où nous n'avons pas de données du tout. Mais certains endroits, il y a des données suffisantes qui nous aident à travailler. Les nouveaux défis que nous avons, qui nous submergent, c'est que nous avons, c'est l'histoire que nous avons héritée des secrets de données. La plupart de ces fragments and also more in terms of being able to customize these for different applications. And a lot of these are driven by changes in the way you monitor things using a lot of new... En utilisant beaucoup des systèmes qu'on appelle de barreaux, nous faisons le monitoring dans la communauté et quand nous regardons nouveaux types de produits, nous considérons l'usage des eaux et le climat, ainsi de suite. Le défi devient dans l'intégration de tous ces éléments des données et nous voulons, pour rendre ces données disponibles dans différentes plateformes, et intégrer dans un modèle. Et c'est pour que nous puissions avoir une chaîne de valeur de données. Par exemple, si ce que nous avons besoin pour que cela soit possible, c'est de voir tout l'écosystème de l'analyse des données que nous devons améliorer pour que nous puissions être en mesure de prendre une bonne décision. À la banque, nous avons fait différentes façons de donner quelles sont les grandes données qui existent et être en mesure d'avoir accès à ces données. Vous aurez ces présentations pour que vous puissiez être en mesure aussi de voir les systèmes que nous avons mis en place et différentes langues qui sont disponibles, mais aussi beaucoup de données, par exemple, la Banque géospatiale, c'est une plateforme et nous sommes en mesure de voir beaucoup de localisations pour voir où se trouvent des lacunes et des problèmes en termes de chaque bassin.
et nous sommes en mesure de voir toutes ces localisations. Vous pouvez voir une imagerie, vous pouvez faire une analyse ou des recherches analytiques pour faire une évaluation de chaque bassin et à partir de Google, beaucoup de ces éléments entrent ensemble dans les systèmes qui sont disponibles. Et nous pouvons faire cela dans tous les cercles pour voir la balance des eaux, des précipitations, ainsi de suite. Ainsi, nous regardons aussi d'autres données en termes de végétation. Aussi, par exemple, heureusement, une autre façon de considérer cela, ça nous donne beaucoup d'accessibilité. Disons que nous voulons considérer, vous pouvez voir chaque localisation et cela peut changer au fil du temps. Et beaucoup de ces éléments sont disponibles à tout le monde en ligne, si vous pouvez seulement vous connecter en ligne. Et ça vous montre chaque localisation n'importe où dans le monde. Pour voir quelles sont les végétations, les précipitations que vous pouvez voir dans une semaine, dans une période donnée. Désolé, vous n'avez plus du temps. L'idée, c'est d'avoir une idée générale sur ce que ça veut dire en termes des eaux transfrontalières. Le dernier diapo pour vous dire que pour voir de quelle manière les lois ou la loi peut nous aider à faire la collection, l'analyse des données. Vous aurez toutes ces diapositives. Nous allons discuter avec vous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre le dernier. À vous la parole, Monsieur Zinzou. C'est à vous. Merci, Monsieur Otto. Je suis le Zinzou Didier. Je suis le directeur de l'Observatoire et je vais vous parler en tant que technicien de l'intégration du changement climatique dans les documents de planification de l'autorité du bassin du Niger. Le prochain slide. OK. Comme vous pouvez déjà le voir, et comme nous l'avons dit tantôt, il fallait intégrer toutes les planifications nationales dans le plan d'investissement climat du bassin du Niger. Et donc, pour répondre à la question qui nous avait été posée, et de savoir la gestion du changement climatique dans un bassin transfrontalier, il faut noter qu'à l'ABN, tous nos documents de planification et de mise en œuvre de développement du bassin du Niger, c'est-à-dire le plan d'action de développement durable, le plan d'investissement, le plan stratégique, le plan opérationnel et le plan d'investissement climat, tous ces documents de planification sont des priorités des 9 pays qui constituent l'autorité du bassin du Niger en termes d'adaptation prioritaire et de développement d'adaptation et à impact transfrontalier. Toutes les actions prioritaires sont à impact transfrontalier. Et il faut noter que ce document a été élaboré à la demande de nos ministres des Finances, qui, lors de la d'une table ronde ministérielle sur l'avenir du fleuve Niger, en avril 2015, ont décidé que l'autorité du bassin dispose d'un plan d'investissement pour le renforcement de la résilience au changement climatique. Donc, ce plan a été préparé, présenté à la COP, et ce PIC est actuellement en cours de mise en œuvre et contribue au renforcement de la résilience climatique des écosystèmes et des populations du bassin. Il faut noter que ce PIC, c'est un ensemble cohérent d'actions
et d'investissement concret qui prend en compte les priorités des principaux documents de planification existants, à savoir la PANA, les PNA et les contributions déterminées au niveau national, tant des pays que du niveau régional. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure là? On peut dire que le PIC, comme instrument de mobilisation du financement climatique, a suivi la préparation avec les pays, la BAD et les partenaires. Financement et mise en œuvre en cours du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC, avec environ 309 millions mobilisés de différentes sources de financement et du Fonds vert pour le climat. Le prochain slide. Voilà. Maintenant, pour y arriver, l'autorité du bassin du Niger a dû mener des dialogues entre tous les acteurs. Il faut dire qu'il y avait eu un cadre de dialogue permanent qui était établi et était fonctionnel avec les pays à travers les différents organes et instances que l'ABN avait mis en place. Il s'agit là du comité régional de pilotage qui permet de faire le bilan et la programmation annuelle des activités. Il y a les ateliers et les forats régionaux sur différentes thématiques sur l'eau et le changement climatique. Il y a aussi la coordination nationale et les membres des structures focales nationales qui ont contribué énormément parce que eux, ce sont les démembrements de l'ABN au niveau pays. Nous avons les coordinations nationales et régionales des usagers et des ressources naturelles du bassin qui sont des parties prenantes au dialogue. Donc, la participation de l'ABN aux activités de planification et de revue bilan des actions d'adaptation au changement climatique dans les pays. Le prochain slide. Le prochain. Voilà, en matière de mesures de coopération transfrontalière dans le domaine du droit international et de l'eau et du changement climatique, il faut noter que ces instruments de coopération nous ont permis d'harmoniser les procédures et aussi des équipements du système de suivi des ressources en eau, savoir les stations hydrométriques et les bases de données. Donc, on a pu harmoniser ces instruments, ces équipements sur le terrain. Il y a des échanges permanents d'informations sur l'eau et l'environnement qui se font à travers le dispositif mis en place. Nous avons aussi les outils de gestion de l'eau et des aléas que nous utilisons pour une gestion coordonnée des ressources en eau et pour faire les prévisions des crues et des triages. Aussi, en termes de coopération, il y a l'appui au pays à travers des actions transfrontalières ou à impact transfrontalier frontière, suivant les différents axes de planification stratégique. Et comme nous pouvons le noter dans notre plan stratégique, l'eau est un levier de développement économique qui permet la préservation des écosystèmes du bassin, le financement innovant et durable, la coopération avec les États et partenaires et la performance organisationnelle. Ce sont là les grands axes de notre plan stratégique. Et les différentes actions à mener dans le bassin doivent forcément s'inscrire dans ces différents axes que nous venons de citer. Autre type de mesures d'adaptation promues par l'ABN à travers ces projets et programmes, c'est donc le développement de la résilience des écosystèmes et des ressources naturelles, protection des ressources et des écosystèmes, le renforcement de la gestion partagée des ressources naturelles. Et le deux, c'est le développement de la résilience des populations, développement des infrastructures à but multiple, mesures d'accompagnement et de protection
sociale. Le prochain slide. Voilà, en termes de bénéfices potentiels de cette coopération transfrontalière, il y a forcément le renforcement du mandat de l'ADN en matière de coopération et de gestion des ressources transfrontalières du bassin, qui favorise ainsi une intégration régionale. Nous avons la mise en œuvre des actions qui permettent ainsi d'accroître la résilience et d'améliorer le niveau de vie des populations et mieux sécuriser les populations et les ressources naturelles du bassin. Aussi, il y a l'harmonisation des approches d'adaptation et l'édification d'une vision commune pour prévenir les aléas et promouvoir les meilleures pratiques d'adaptation et éviter la maladaptation. Et enfin, nous pouvons parler d'utilisation des bonnes pratiques et mise en place d'un référentiel harmonisé pour orienter la conception. Monsieur Zinzou, est-ce que vous pouvez conclure? Il vous reste encore 20 secondes. Excusez-moi. J'ai terminé. Je suis sur le dernier point. C'est donc la capitalisation des bonnes pratiques et la mise en place de référentiels harmonisés pour orienter la conception, la mise en œuvre et le suivi des actions à impact transfrontalier, et à savoir l'adaptation au changement climatique, la gestion et la valorisation des connaissances. Voici ce que j'ai à partager avec le public. Merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Zinzou. So we now have some time for Q&A with us and the speakers. Nous avons une session de questions-réponses. J'aimerais que nous puissions être brefs parce que les participants veulent parler avec nos distingués panélistes. À ce terme, je veux placer une question à chaque orateur. Ce ne sont pas mes questions à moi, mais c'est plutôt les questions des participants. Alors, la question à Sonia est: la loi internationale inclut les questions de réchauffement climatique avec l'utilisation. J'ai aussi vu Patricia a répondu à cette question, mais peut-être que Sonia a quelque chose à ajouter. Et j'ai une question pour Hachadi. Comment est-ce que les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, les applications, peuvent aider à résoudre des questions de réchauffement climatique frontalier? La dernière question est adressée au monsieur Didier Zinzou et je vais le poser en français, bien évidemment. Face au changement climatique, quelle stratégie peut-on mettre en place pour préserver les ressources en eau dans la zone du Sahel plus en général? Thank you very much. So, would it be possible to answer the question in Est-ce que c'est possible de répondre à ces questions brièvement parce que nous sommes vraiment en retard? J'aimerais apprécier cela. Nous allons donner la parole d'abord à Sonia. Merci beaucoup. Oui, la question a été partiellement répondue par Patricia et quelqu'un d'autre. Alors, la loi internationale de l'eau met en place des règles pour prendre des actions et des choses à éviter en termes de réchauffement climatique. La Convention parle des facteurs de eau parmi des éléments à considérer quand on détermine l'utilisation équitable. Ensuite, des questions de climat, des questions de désastre, on sont mentionnées dans l'article 27 dans la gestion d'urgence où les pays prennent des mesures appropriées pour mitiger, pour rencontrer des questions pertinentes comme des conditions de glace, par exemple. Dans l'autre diapo, dans 1992, on a parlé de ces questions dans la Convention de eau. L'impact transfrontalier, les pays doivent établir
le suivi. Il y a les questions aussi des débordements des eaux et aussi beaucoup d'autres provisions en termes de réchauffement climatique. Et Patricia, ce qui est plus important, c'est les accords en termes des bassins. Si nous devons développer des conventions pour des bassins transfrontaliers. On a aussi recommandé à inclure ces questions qu'on a discutées aujourd'hui. Dans le suivi et évaluation de ces éléments, nous avons vu que les bassins d'inclure ces actions, par exemple, développer les stratégies d'adoption sur le réchauffement climatique dans tous les aspects des réchauffements. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a encore il y a des accords qui sont encore beaucoup plus flexibles. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Je vais maintenant donner la parole à Nagara. Ah non, s'il vous plaît, appelez-moi Harsh. À votre question, je pense que c'est très important de réaliser qu'il y a un nouveau monde en termes de technologie. C'est vrai que nous avons pensé que ça allait être difficile à faire, surtout du côté des planifications et aussi l'opération à temps réel. D'avoir des données, aussi du côté des citoyens comme nous. Comme pour l'analyse de l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes en train de réduire les écarts que nous avons. L'importance, c'est avoir cette chaîne de valeur pour soutenir les décisions, aider la planification dans le contexte du bassin, intégrer le climat, considérer les d'alerte précoce, l'assurance, changement climatique basé sur ces grandes données ainsi que la coordination de l'infrastructure de l'eau pour la coordination et au-delà des données en termes d'autres aspects que vous êtes en train de considérer, l'ultrasonique, que vous pouvez connecter les gens. Tout cela demande cet environnement propice pour apprendre, bien sûr, de meilleures pratiques et les systèmes de données qui sont ouverts, ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup, Arch. Je ne sais pas, quand je vous entends, j'ai toujours l'impression que vous avez beaucoup à dire sur tout ce que nous sommes en train de dire. Bien sûr, nous devons garder le minimum de temps et vous êtes en train de faire un bon travail pour pouvoir garder. Nous allons donner la parole à M. Didier Sizou. Vous avez la parole, M. Didier. Merci, M. Otto. Et en matière de stratégie à mettre en place pour préserver les ressources en eau dans la zone du Sahel, et plus singulièrement dans le bassin du Niger, je pense forcément qu'il doit pouvoir y avoir une volonté politique comme premier niveau. Avec la volonté politique, on doit pouvoir aller au dialogue entre tous les acteurs, établir le dialogue avec tous les acteurs. Et forcément, dans les documents de planification, impliquer tous ces acteurs dans la planification des actions de développement en prenant en compte forcément la dimension changement climatique. Et c'est à partir de cet instant que nous pouvons avoir des documents bancables qui peuvent faire l'objet de financement. Et il faut, en matière de financement aussi, il faut dire qu'il y a des financements locaux qu'on doit pouvoir lever pour mettre en place, pour faire avancer ces projets de développement. Donc, de façon grosso modo, il faut noter que la gouvernance des ressources en eau
en émettant les tests législatifs et réglementaires s'impose, en disposant des outils d'arbitrage des ressources en eau, d'information sur la connaissance, notamment les prévisions et autres, s'impose aussi, et avoir des instruments de planification robustes, disposer des actions, des ressources en eau d'un bassin. Voilà un peu ma contribution à la stratégie à mettre en œuvre pour préserver les ressources en eau de façon grosso modo. Thanks very much. Merci, Monsieur Sinzou. Merci beaucoup, Monsieur Sinzou. Nous avons terminé cette partie de questions et réponses. Je vais remettre la parole à Yumiko de nous expliquer, de nous guider en termes de sessions en parallèle. Merci beaucoup à nos interlocuteurs. Est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant? Alors, merci beaucoup, Otto, et les trois interlocuteurs pour leur présentation et discussion. Je sais que vous avez toutes les questions, beaucoup de questions que vous voulez poser. Je sais que vous les avez bien sûr mis sur les sondages de questions. Maintenant, nous avons l'opportunité de poser ces questions directement aux interlocuteurs à qui vous voulez poser la question. Bien sûr, regardez cette discussion, regardez vos questions qui apparaissent dans les sondages et choisissez. Nous allons ouvrir 4 sessions parallèles. Nous avons ici la session principale. Ça va être Otto et Didier qui vont rester ici. Cette salle principale sera l'endroit où les traducteurs vont rester ici. Si vous avez besoin de la traduction, s'il vous plaît, restez dans cette session. Les 3 sessions seront en anglais seulement. Le groupe 1, ça va être animé par Sonia de l'Académie. Le groupe 2, ça sera H et Barbara. Et le groupe 3 va être Patricia Oudes, qui est directrice de l'Académie, et moi-même. Et le groupe 3, ça va être... Mais il sera pas vraiment, il n'y aura pas des interlocuteurs qui ont parlé dans cette précédente session, mais si vous avez toute question générale en ce qui concerne la gestion des eaux souterraines et la loi, les droits internationaux sur l'eau, quand vous regardez au bas de votre écran, il y a ces 3 qu'on dit pour... Vous voyez ça qui est indiqué, les 3 points, cliquez là-bas. Et si vous cliquez là, je suis en train d'ouvrir. Maintenant, vous allez voir, si vous cliquez là, vous allez voir les différentes salles ou groupes et vous allez choisir les groupes que vous voulez, dans lesquels vous voulez participer. Le groupe 1, vous savez, Sonia, Otto, vous cliquez seulement. I see already a lot of you already jumped in there. And if you have any problems to jump into this room or problems to choose the room, please type in the chat which room you want to go. Just say, because we will see your name. So we know who wants to go to which group. If you have a problem choosing the group, please type in the chat. And then our test, thank you. I see now many people are typing the names, and I mean the group. So please choose the group that you want to go to. And then our technical host will send you there to the right. Anyone else wants to go to other groups? Please do so now. So now this is the main room. So whoever will stay here, this is going to be a French-English speaking group. So now I will hand over to Otto and Didier to have a great discussion, and I'm going to jump into the breakout 3. Ok, d'accord.
So enjoy your group discussion. Yeah. Salut à tout le monde qui est resté ici avec nous. C'est un grand plaisir de... Hello everyone. It is a great pleasure to continue the conversation with all of you. Of course, I will give you the floor. It's up to you to ask what you have. Maybe others. Autre question. Donc, à qui puis-je donner la parole? À qui entre les participants? S'il vous plaît, présentez-vous. Ne soyez pas si modeste. Quelqu'un qui a le courage de poser la première question, s'il vous plaît. Non. OK, d'accord. Donc, on a parlé, il y a quelques minutes, on a parlé de la gestion du changement climatique, notamment au sein de Niger. Donc, si vous voulez en savoir plus, maintenant, c'est le moment de poser des questions. OK, donc moi, je vais commencer, si ça ne vous gêne pas trop. Donc, Monsieur Zinzou, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la participation du public, de la société civile dans la gestion du changement climatique au votre bassin, c'est-à-dire le bassin du Niger? Donc, public participation. J'en suis très curieux. OK, voilà. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, à l'autorité du bassin du Niger, donc dans le bassin du fleuve Niger, notez que nous avons organisé tous les États, tous les usagers des ressources dans chaque pays au niveau d'une structure qu'on appelle la coordination nationale des usagers et des usagères des ressources en eau, des ressources naturelles du bassin du Niger. Donc, dans ce creuset, tous ceux qui sont usagers de ces ressources se retrouvent, discutent, font des propositions dans le cadre de la planification. Et il faut noter que les 9 structures, les 9 coordinations nationales des usagers des ressources naturelles du bassin élisent en leur sein une coordination régionale. Donc, c'est cette coordination régionale qui est fortement impliquée dans la planification au niveau des réunions statutaires. C'est lui qui représente les 9 États. D'accord? Quand les activités se mènent au niveau des États, la participation des usagers de ce pays est forcément intégrée. Ils y participent en tant que coordination nationale des usagers et des usagères des ressources naturelles, ils y participent. Voilà un peu la participation de la société civile au niveau de l'autorité du bassin du Niger. Et quand on parle du niveau national ou bien local, est-ce qu'on voit de participation de société civile ou de minorités ou je ne sais pas quoi? Au fait, le bassin du Niger, c'est des portions de chaque pays qui participent à l'entité bassin du Niger. Et cette portion dispose de ces usagers et usagères des ressources. Donc, ils y participent forcément à toute action de développement, à toute négociation, ils sont toujours là. Et, ce sera ma dernière question. Hein. Mais moi, je me concentre beaucoup dans mes recherches en climate litigation, donc action juridique. Est-ce que ça existe aussi au Sahel? Est-ce que ça se voit aussi au Sahel?
des exemples de climate litigation? Bon, il faut noter que l'autorité du bassin du Niger, nous disposons d'un cadre juridique et réglementaire qui est la charte de l'eau. Avec cette charte de l'eau, elle définit les grands principes. À cette charte, nous avons des documents annexes dans plusieurs domaines. Nous avons la première annexe qui parle de la protection de l'environnement. La deuxième charte, la deuxième annexe parle de la notification de tout projet qui demande la ressource. Nous avons une annexe qui parle de la gestion coordonnée des barrages. Une quatrième année qui parle du partage des coûts et bénéfices. Donc, nous en sommes là pour les annexes à la charte de l'eau. Donc, la charte de l'eau est un cadre réglementaire qui nous permet de gérer au mieux la ressource dans la solidarité et la coopération. Je vois dans le chat qu'on a reçu une question, mais il est un peu dans le même genre que la question que je viens de vous poser. Mais je vais le vous poser quand même. Et si vous pensez que ça vous oblige de vous répéter, il faut juste me dire. Hein. Donc, la question est la suivante. Comment pouvons-nous tenir compte des intérêts des parties prenantes non gouvernementales dans le dialogue transfrontalier, surtout si certaines régions sont plus touchées par le changement climatique? Voilà la question qu'on a reçue dans le chat. Okay. Comme tu viens de le dire, ça rejoint un peu la participation de ces usagers, de ceux qui utilisent la ressource et les cibles vulnérables. C'est pourquoi, pour les prendre en charge, nous, à l'autorité du bassin du Niger, on a jugé qu'il est très important que ceux-là participent forcément de toutes les actions de développement qui doivent pouvoir être menées dans les régions, parce que ce sont les premiers bénéficiaires de ces actions et ce sont eux qui peuvent garantir la bonne protection de ces ressources. Donc, il y a lieu forcément de les impliquer dès la conception de tout projet. Ils ont leur mot à dire, ils ont leur contribution à apporter, parce que c'est eux qui maîtrisent mieux leur terrain avant que les techniciens n'arrivent pour agencer tout ça. C'est ce que je peux dire à cette question. Je ne sais pas si il est satisfait. Oui, en tout cas, ce n'était pas moi qui a posé cette question. Ouais. J'ai demandé à ma collègue de vous donner l'opportunité de parler. Donc, tout le monde peut participer au débat maintenant. Donc, si quelqu'un a une question, il suffit de juste poser la question tout de suite. Vas-y. Tout le monde peut prendre la parole maintenant. Vous avez tout le droit de parler. Qui a le courage de commencer? Oh, ne soyez pas si modeste et timide. Je suis sûr qu'entre les 40 participants, il y a au moins une personne qui a une question. J'en suis sûr. Donc, allez-y. Ah oui, Ado Saleh, à vous la parole.
Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, mon nom c'est Moussa Saleh. Donc, je participe à cette réunion depuis Dakar, au Sénégal. Je dirige une école de télécommunications sous-régionale dont fait partie le Niger parmi les pays membres. Nous travaillons beaucoup dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, qui parle d'eau parle de ressources rares. Qui parle de ressources rares, cela veut dire tout simplement qu'il faut une utilisation optimale. Et je sais que le TIC, comme étant un domaine transverse, est utilisé comme étant un des leviers de la gestion optimale des ressources. Donc, dans votre plan stratégique, je vous ai entendu parler vraiment des leviers majeurs. En quoi les TIC peuvent vous aider à atteindre vos objectifs? Et existe-t-il des projets de financement pour permettre à des jeunes talents, par exemple, qui sont issus de nos écoles, pour vous aider soit à travers le big data, soit à travers l'intelligence artificielle et consorts, pour atteindre vos objectifs d'optimisation de ces ressources en eau? Je vous remercie. Merci. Merci, M. Ado. Et il faut noter qu'en matière de technologie, déjà, nous avons des technologies, notamment dans le suivi de ces ressources, où déjà, pour faire le suivi, on a les données pratiquement en temps réel, même si ce n'est pas sur toutes les stations de mesure, il y a quand même quelques stations clés qui nous permettent d'avoir des données en temps réel. Et les nouvelles technologies aussi sont prises en compte, notamment dans la prévision des ressources en eau par satellite, qui nous permettent de disposer des prévisions en temps réel sur toute la surface, sur toute l'étendue du bassin du Niger. Et c'est vrai, peut-être que ce n'est pas encore au niveau souhaité en termes de TIC, mais le pas est franchi, on y va tout doucement. Et tout récemment, on a reçu un étudiant qui doit essayer de faire une prévision à partir des big data, à partir des données de l'intelligence artificielle. Donc, on suit ce projet, on va voir ce que les résultats vont donner. Donc, petit à petit, vers cela. Maintenant, le cours de projet à financer, si le projet rentre dans le développement, la planification du développement des ressources en eau du bassin et que nous avons des financements, je crois que ça serait une bonne opportunité pour aller vers vous afin de définir un certain nombre de cadres de coopération, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est ce que je peux répondre à cette question. Je pense qu'à l'ère du TIC, il y a forcément nécessité d'utiliser ces ressources pour la compréhension, la connaissance et la gestion de ces ressources. Merci. Merci. Nous reste encore 4 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question à poser à M. Zinzou? Quelqu'un à qui on peut donner la parole? Sinon, j'ai reçu une autre question dans le chat, donc je peux vous poser, M. Zinzou. Donc, voilà, existe-t-il
un mécanisme permettant aux jeunes de participer à la prise de décision dans la MBA. Donc, aux jeunes, c'est une question qui se concentre sur le rôle des jeunes. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre sur cette question, ce thème? Ok. Et comme je l'ai dit, l'implication des sociétés civiles intègre tous les groupes vulnérables, y compris les jeunes, les vieux, les femmes. Ils sont tous impliqués dans le processus de planification, de décision au niveau de l'autorité du bassin du Niger. Parce que pour planifier une activité, il y a forcément lieu de les rencontrer, discuter avant d'aller à la finalisation de ces projets. Donc, ils sont forcément inclus et tous les projets qu'on met en œuvre, il y a toujours un pan qui adresse ce groupe vulnérable. Merci. Merci beaucoup. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question à poser à M. Zinsou? Une dernière question. Non, je ne pense pas. Donc, allô? Ok, je m'appelle Augusta, j'appelle du Rwanda de Kigali. Je voudrais demander à M. Zinsou d'où proviennent les financements de l'Observatoire. Comment est-ce que le budget qui vient des bailleurs ou bien ça vient de contributions des pays? Comment est-ce que c'est organisé? Merci. Merci pour cette question. Il faut dire, hein, le financement de façon globale, le financement des projets et programmes, la plus grande partie vient des bailleurs. Mais en plus de cela, il y a la contribution des États pour soutenir le fonctionnement du secrétariat exécutif du bassin du Niger. Et dans cette contribution des États, nous avons le devoir de tuer une partie aux États dans le cadre du suivi des ressources en eau. Donc, il faut dire que c'est un financement mixte, ce n'est pas un financement des bailleurs seulement. Il y a les bailleurs, certes, mais il y a la contribution des États aussi qui participent au financement. Bon, je vous pose cette question. On reste encore 2 secondes, excusez-nous, mais il faut qu'on finisse cette discussion. Excusez-nous. Oui, allez-y. Je voudrais juste demander si vous pensez qu'une fois que la contribution des bailleurs aura cessé et si le financement par les pays va pouvoir continuer et pouvoir entretenir les opérations de l'Observatoire. Vous avez entièrement raison. Et il faut noter que dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme qu'on appelle Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, le PIDAC, qui émane du PIC, on est en train de vouloir mettre un mécanisme, un fonds régional d'adaptation au changement climatique pour l'autorité du bassin du Niger, qui devra suppléer les financements extérieurs. Et là, ce fonds est basé sur les différents mécanismes de financement, à savoir préleveur-payeur, pollueur-payeur, pour autofinancer les activités du secrétariat exécutif
de l'autorité du bassin du Niger. Donc, actuellement, on a fait une étude déjà pour déblayer le terrain. On a mis un comité ad hoc qui va faire le plaidoyer vis-à-vis des États pour l'adhésion de tous les États pour qu'on y aille à la mise en place de ce mécanisme de financement durable. Merci. Puis-je poser une question, s'il vous plaît? Thank you so much. Thank you so much for this. Pour ça, je suis désolé, maintenant parce que nous avons épuisé notre temps et que tout le monde est déjà de retour. Je pense que vous avez eu un bon temps à poser des questions. Peut-être que le temps n'était pas suffisant, mais j'aimerais en ce moment donner la parole à nos facilitateurs de faire des remarques. Et je peux vous continuer, Otto et Barbara. Voudriez-vous dire quelque chose? Yes, sure. So in my breakout group, dans mon groupe de ce qui était en français, nous avons parlé de la participation des jeunes des communautés particulières, ce qui était le thème de nos discussions. Nous avons aussi parlé sur l'autorité du bassin, le financement, d'où vient l'argent, ce qui est une question très importante, beaucoup de questions très intéressantes. Nous avons discuté, bien sûr, brièvement. Thank you very much. Merci beaucoup, Otto, Barbara aussi. Barbara, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous étions avec H dans un même groupe. Participants et la discussion était... H était en train de nous expliquer le bassin, comment nos participants from other continents. What are the biggest quels challenges? sont les grands défis, particulièrement les grands défis donc en ce qui concerne les grandes données et comment faire face à ces technologies perturbatrices. Groupe de Dave, vous avez la parole. Dave et Sonia, voudriez-vous aussi conclure? Yeah, Dave, yeah, we hear you. Thank you. So in Sonia's group, dans le groupe de Sonia, with many different questions, but we primarily beaucoup de questions. Nous nous sommes focalisés sur le travail de la Commission économique des Nations Unies, comment ça contribue au processus pour lutter au changement climatique et aussi comment est-ce que nous avançons pour comment connecter l'eau au changement climatique. Dans mon groupe, c'était le groupe qui était un peu général. Nous étions très encouragés d'écouter que beaucoup de gens sont en train vraiment d'apprécier le travail pour comment est-ce qu'on peut briser les barrières, la méfiance, le défi, par exemple, c'est une grande question. Alors, nous devons, il y a eu un grand nombre parmi nous. J'espère vraiment que cette session va nous aider à comprendre. Et nous allons continuer la conversation. À ce terme, je demandais à mon collègue Lisa de nous montrer à nous tous comment nous pouvons continuer cette communication et cette conversation. Et ça a été créé par Lisa. Elle va nous faire parcourir pour voir comment est-ce que nous pouvons. Et nous aimerions aussi avoir votre feedback. Et nous le faisons souvent. Cette fois-ci, nous allons le faire un peu différemment. Alors, Lisa, veuillez montrer à tout le monde, veuillez nous montrer comment est-ce que ça va se présenter. Merci. Bonjour à tous. Je suis très contente de vous montrer cet outil que nous avons conçu pour tout le monde.
Mes collègues vont maintenant disposer un lien dans le chat. La discussion que nous avons conçue pour cette session, si vous suivez le lien qui est distribué dans le chat, vous allez voir à droite les événements et vous pouvez aussi vous enregistrer et tous les manuels qui sont là pour votre communication. Et de l'autre côté, vous allez voir à gauche une vidéo d'introduction sur comment utiliser MiroBoard. Si vous cliquez sur ce lien, ça va vous montrer la vidéo. De l'autre côté, vous pouvez voir aussi une vidéo d'introduction. S'il vous plaît. De l'autre côté, vous pouvez voir, il y a des liens Internet, vous pouvez cliquer pour voir beaucoup plus d'éléments. Suivant certains matériels que nous avons pour la session, vous pouvez apprendre beaucoup plus. Si vous cliquez ici, vous allez voir les détails de toutes les notes que les juristes placent et les modérateurs. Et si vous cliquez, vous pouvez aussi les cliquer à droite. Dès que vous cliquez dessus, vous allez voir ce qui se passe. Et chaque fois qu'il y a des événements, vous pourrez aussi être notifié. Vous aurez chaque version aussi en français et en anglais. Vous pouvez aussi suivre ce lien pour voir ce que nos orateurs sont en train de mentionner. Nous avons tous les matériels ici, comme les présentations, les événements. Veuillez visiter ici, s'il vous plaît, pour vérifier ou pour voir les liens qui sont là pour chaque interaction. La partie la plus importante, c'est ici en bas qu'on appelle l'espace de discussion. À ce niveau, vous pouvez poser des questions sur les bassins transfrontaliers. Vous pouvez voir que nous avons déjà commencé des discussions. Vous pouvez toujours avoir à ajouter votre note, votre commentaire dans ces interventions. Nous savons que le temps par rapport à ces événements sont des temps limités. Nous pouvons utiliser suffisamment de temps pour poser des questions. À droite, nous avons vos feedbacks par rapport à la session. Rassurez-vous que pendant la session, vous avez vraiment prêté de l'attention pour essayer de noter vos commentaires et vos questions. Nous avons aussi commencé un petit bateau sur comment est-ce que nous voulons continuer ces échanges. Vous pouvez venir à cette partie de la page. Je vais demander à tout le monde vous pouvez aussi ajouter les éléments que vous voulez, des éléments que vous souhaitez voir sur la page, par exemple des questions de réseaux sociaux, ainsi de suite. Prenez alors votre temps et essayez de suivre les questions de l'événement. Vous pouvez choisir comment le faire. Merci, c'est la fin. Merci beaucoup, Lisa. Je vois que la plupart d'entre vous ont commencé déjà à se connecter sur le MiroBoard. Nous allons garder le MiroBoard ouvert pendant quelques jours pour que vous puissiez aussi apporter vos apports. Nous pouvons aussi rester en ligne juste après cette réunion pour voir s'il y a quelqu'un qui a une question. Mais nous aimerions vraiment que vous puissiez apporter vos apports. Nous nous demandions aussi sur comment est-ce que vous voulez que nous puissions continuer l'échange. Nous pensions que cela pourrait vous intéresser. Nous avons aussi pensé qu'il y a des gens qui sont intéressés à continuer, à apprendre même après la session. Mais nous voulons savoir si vous voulez que nous puissions continuer. Alors, nous avons laissé de l'espace pour cela. Nous sommes encore dans la phase de considération. During the session. So now this is the time. So please do post your questions or any comments or any things that you think would be useful. And this is also experiment to use this MiroBoard the first time in this event. So we will also appreciate your feedback. So
thank you so much for that. With that, I'd just like to conclude. And I would also like to ask Lisa to just briefly show you that this is the last 2 slides on the MOOC. So if I think many of you already are signed up. Nous avons déjà, si vous n'êtes pas encore enregistré sur les MOOC, nous allons partager la dernière diapo pour vous enrôler. Alors, comme vous faites déjà partie de ces MOOC, nous avons beaucoup de participants qui se sont enrôlés sur ce MOOC et cela, ça croît de jour par jour. Vous pouvez vous enrôler, vous enregistrer avec le lien ci-dessous. Nous allons partager au fait ces liens dans la session chat. Et le cours sera gratuit, à moins que vous ayez besoin d'un certificat. Si vous avez besoin d'un certificat, vous pouvez demander un financement. Et tout se trouve dans le MOOC. Alors, cette série est la 4e. Nous avons une session sur... This is really an interesting topic. Sometimes it could be a little contentious, but you know, it's a very critical topic. And the session 6 un thème très important. Restez connectés. Vous êtes bienvenus à vous enregistrer. À ce mot, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé aujourd'hui et d'être dans une discussion très active. Je sais qu'il y a beaucoup de questions non répondues, mais si vous voulez écouter ou suivre beaucoup plus de réponses, enrôlez-vous sur notre Miro-board. Nous aimerions remercier tous les orateurs pour leurs présentations excellentes. Harsh, Sonia, Didier, merci à vous tous pour tous les apports. Je remercie tous les présidents Otto et Barbara et Wuhan National Water Law qui a travaillé en collaboration avec nous. Merci beaucoup. Et au directeur de l'Académie. Merci de nous avoir aidés pour la session d'aujourd'hui et notre équipe de GWP. À ce terme, j'aimerais inviter à tout le monde d'allumer leur caméra. Ensuite, nous allons prendre une photo de groupe. Et cette photo de groupe, c'est pour des... Show your face on the promotional materials. You feel free to your camera close, but we would love to see you in the camera and maybe we can wave to each other while our colleague Mario will be taking the photo. So Mario, please tell us when you're done. But great to see you, your family. There. Oh, very nice to see all of you smiling. Thank you so much. Mario, tell us when you're done. Yeah, we're ready. Thanks. Excellent. Well, with that note, thank you very much for today's session. I much look forward to seeing you in the next session and continue our Miro board. We'll be online a little while we're just saying goodbye. So if you have any question about the Miro board, feel free to type in the chat or, you know, open your mic and ask questions directly to Lisa. Thank you so much. See you next time. Bye, everyone. Au revoir à tous, à tout le monde.